bienvenue à toutes et tous pour le Podisto d'Histoire d'aimer. Dans l'épisode précédent, Cyrus a poursuivi sa marche avec son armée. Tisipherne a découvert les projets de Cyrus et a décidé d'informer Artaxerxès. Ensuite, Cyrus rencontre la reine Épiaxia, reine de Cilicie, et fait la grande revue de toute son armée. Les troupes arrivent devant la ville de Tarse, et ainsi commence cet épisode 3. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode. Ceci aidera grandement au référencement de la chaîne. Installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles si possible. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabase. Livre 1, chapitre 3. Mutinerie des soldats de Cyrus. Discours de Cléarque. Cyrus augmente la paye. Cyrus descend, traverse cette plaine, fait en 4 étapes 25 parasanges et arrive à Tarse, ville de Cilicie, grande et riche. Là se trouvait le palais de Syénésis, roi des Ciliciens. Au travers de la ville coule un fleuve, nommé Cydnus, large de 2 flètres. Les habitants de la ville s'enfuient avec Syénésis dans un lieu fortifié sur les montagnes, excepté les hôteliers. Il reste aussi les gens de la côte, habitants de Soli et d'Issus. Épiaxia, femme de Syénésis, était arrivée à Tarse 5 jours avant Cyrus. Dans le trajet des montagnes qui conduisaient à la plaine, 2 des loques de Ménon avaient péri. Les uns disaient que, s'étant mis à piller, ils furent taillés en pièces par les Cyniciens, et d'autres que, restés en arrière, et ne pouvant retrouver ni le corps d'armée, ni les routes, ils s'étaient égarés et avaient péri. Ces loques étaient de 100 hoplites. Les autres, arrivés à Tarse, pillèrent la ville, furieux de la perte de leurs compagnons, et n'épargnèrent point le palais. Cyrus, à peine entré dans la ville, mande à lui Syénésis. Celui-ci répond qu'il ne s'est jamais remis entre les mains de plus fort que lui, et il consent à se rendre auprès de Cyrus que sur les instances de sa femme, et après avoir reçu des sûretés. Après quoi, les 2 princes étant entrés en conférence, Syénésis fournit à Cyrus de grandes sommes d'argent pour ses troupes, et Cyrus lui fait les présents d'honneur qu'offrent les rois de Perse. Un cheval ayant un frein d'or, un collier, des bracelets de même métal, un cimeterre à poignée d'or et une robe perse. Il lui promet aussi que son pays ne sera plus pillé et lui permet de reprendre où qu'il se rencontre les esclaves qu'on lui a enlevés. Cyrus et son armée restent là 20 jours. Les soldats refusent d'aller plus loin. Ils commençaient en effet à soupçonner qu'on les menait contre le roi, et déclaraient qu'ils ne s'étaient point engagés pour cela. Cléarque, le premier, veut contraindre ses soldats à marcher en avant, mais il lui jette des pierres, à lui et à ses équipages, au moment où il se met en marche. Cléarque courut alors grand risque d'être lapidé. Peu de temps après, voyant qu'il est impossible d'agir de force, il convoque ses troupes, et d'abord, fondant en larmes, il demeure quelque temps silencieux. Tous le regardent étonnés et sans mot dire. Alors, il leur parle en ces termes. « Soldats, ne soyez pas surpris que je sois peiné des circonstances présentes. Cyrus était mon hôte. Banni de ma patrie, j'ai trouvé chez lui un accueil honorable, et de plus, il m'a donné 10 000 darics. Cette somme, je ne l'ai point gardée pour mon usage particulier, ni employée pour mes plaisirs. Je l'ai dépensée pour vous. Et d'abord, j'ai fait la guerre aux Thraces, et avec vous, j'ai vengé la Grèce, en les chassant de la Chersonèse, quand ils voulaient arracher cette contrée aux colons grecs. Cyrus m'ayant mandé, je vous prends avec moi, je pars pour lui venir en aide au besoin et reconnaître ses services. Puisque vous ne voulez plus me suivre, il faut, ou que vous trahissant, je reste l'ami de Cyrus, ou que, mentant à Cyrus, je demeure avec vous. M'arrêtai-je au parti le plus juste ? Je ne sais, mais j'opte pour vous, et avec vous, quoi qu'il advienne, je suis prêt à le subir. Non, personne ne dira qu'ayant conduit des Grecs chez des barbares, j'ai trahi les Grecs et leur ai préféré l'amitié des étrangers. Ainsi, puisque vous refusez de m'obéir, de me suivre, c'est moi qui vous suivrai, et quoi qu'il arrive, je le supporterai, car je vous considère comme ma patrie, mes amis, mes compagnons d'armes. Avec vous, je serai respecté partout où j'irai. Séparé de vous, je suis incapable, je le sens, ou d'aider un ami,
ou de repousser un ennemi. J'irai donc partout où vous irez. Soyez-en convaincus. » Ainsi parle Cléarque. Tous les soldats, les siens et les autres, lui entendant dire qu'il ne veut point marcher contre le roi, le couvrent d'applaudissements. Plus de 2000 de ceux de Xénias et de Pasion, prenant armes et bagages, passent dans le camp de Cléarque. Cyrus, inquiet et peiné de cet incident, fait mander Cléarque. Celui-ci refuse d'aller le trouver, mais, à l'insu des soldats, il envoie un messager lui dire de se rassurer et que tout finirait pour le mieux. Il le prie, en même temps, de l'envoyer chercher une seconde fois, et il refuse encore d'y aller. Après quoi, il convoque ses soldats, ceux qui venaient de se joindre à lui, et qui veulent l'entendre, puisqu'il leur dit « Soldats, Cyrus en est évidemment avec nous au point où nous en sommes avec lui. Nous ne sommes plus ses soldats, puisque nous ne le suivons pas, et il ne nous fournit plus de paye. Il se croit lésé par nous, je le sais. Aussi, lorsqu'il me mande, je ne veux point y aller, surtout à cause de la honte que je sens au fond de ma conscience de l'avoir entièrement trompé. En second lieu, je crains qu'il ne me fasse arrêter pour qu'il me punisse des torts qu'il croit avoir à me reprocher. Ce n'est donc pas le moment de nous endormir et de nous abandonner, mais de délibérer sur ce qu'il convient de faire en ces conjonctures. Si nous restons ici, il faut aviser, selon moi, au moyen d'y demeurer en toute sûreté. S'il nous plaît de partir, il faut voir à nous retirer en toute sûreté et à nous procurer des vivres, car sans vivres, le général et le simple soldat ne sont bons à rien. Cyrus est un homme précieux quand on est son ami, et un rude ennemi quand on l'a pour adversaire. D'ailleurs, il a de l'infanterie, une cavalerie, une flotte, que nous voyons, que nous connaissons tous, puisque nous sommes établis auprès de lui. Il est donc temps de dire ce que chacun croira le meilleur. Cela dit, il se tut. Sur ce point, plusieurs se levèrent, les uns spontanément, pour dire ce qu'ils pensaient, les autres, stylés par Cléarque, pour démontrer quelle difficulté il y aurait à rester ou à s'en aller sans l'agrément de Cyrus. Un d'entre eux, feignant d'être fort pressé de se rendre en Grèce, dit que, si Cléarque refusait de les ramener, il fallait au plus tôt élire d'autres chefs, acheter des vivres, puisqu'il y avait un marché dans le camp des barbares, et plier bagages. Qu'ensuite, on irait demander des vaisseaux à Cyrus, ou, en cas de refus, un guide qui conduisit les Grecs en des pays amis. S'il ne nous donne même pas de guide, mettons-nous aussitôt en ordre de bataille. Envoyons un détachement qui s'empare des hauteurs et ne nous laissons prévenir ni par Cyrus, ni par les Ciliciens, sur lesquels nous avons fait un bon nombre de prisonniers et dont nous avons pillé les effets. » Ainsi parla ce soldat. Cléarque dit ce peu de mots. « Quant à me mettre à la tête d'une semblable expédition, qu'aucun de vous m'en parle. Je vois maintes raisons de n'en rien faire. Mais l'homme que vous aurez choisi pour chef, je lui obéirai de tout cœur. Vous savez que je sais me soumettre aussi bien que personne. » Alors un autre se lève, fait remarquer la simplicité de celui qui conseille de demander des vaisseaux à Cyrus, comme si celui-ci n'en avait pas besoin pour son retour, et fait observer combien il serait naïf de demander un guide à celui dont nous ruinons, dit-il, l'entreprise. Si nous nous fions à un guide que nous aura donné Cyrus, qui nous empêche de prier Cyrus de s'emparer pour nous des hauteurs? Pour ma part, j'hésiterais à monter sur les vaisseaux qu'il fournirait, de peur qu'il ne voulût nous couler avec ses trirèmes. Je craindrais de suivre le guide qu'il nous donnerait, de peur qu'il ne nous engageât dans quelques pas d'où il fût impossible de sortir. Je voudrais, si je pars contre le gré de Cyrus, m'en aller à son insu, ce qui n'est pas possible. Je dis donc que tout cela n'est que folie. Je suis d'avis qu'on envoie des hommes à Cyrus, des gens capables, avec Cléarque, pour lui demander ce qu'il veut faire de nous. S'il s'agit d'une expédition du genre de celle où il a déjà employé des troupes étrangères, suivons-le, et ne nous montrons pas plus lâches que celles qui sont allées avec lui dans les hauts pays. Si c'est une entreprise plus considérable, plus pénible, plus périlleuse, il faut qu'il nous détermine à le suivre, ou que, convaincu par nous, il consente d'amitié à nous laisser partir. Par là, si nous le suivons, il trouvera en nous des amis, des gens de cœur. Si nous partons, notre retraite ne sera point inquiétée. Quoi qu'il réponde à cette proposition, qu'on le redise ici, après l'avoir entendu, nous délibérerons. Cet avis prévalut.
On choisit des hommes qu'on lui envoie avec Cléarque et qui demandent à Cyrus ses projets d'expédition. Il répond qu'il a appris qu'Abrocomas, son ennemi, est à la distance de 12 étapes au bord de l'Euphrate, qu'il veut donc les mener contre lui et le punir s'il l'y rencontre. Mais s'il la fuit, nous délibérerons alors sur ce qu'il faudra faire. Ces mots entendus, les envoyés les rapportent aux soldats. Ceux-ci soupçonnent qu'on les conduit contre le roi. Cependant, ils se décident à le suivre. Comme ils demandent une paye plus forte, Cyrus leur promet de leur donner à tous une moitié en sus et de leur compter à chacun par mois 3 demi-darics au lieu d'une daric. Marchait-il réellement contre le roi ? Personne jusque-là ne l'avait entendu dire nettement.